sommes ensemble pour les débats sur Sud Radio avec vous. Aujourd'hui, nous avons Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental. Ergun Toparslan, bonjour, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, bonjour. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, bonjour à vous. Et Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique, bonjour à vous. Bonjour Virginie. Nouveaux incidents à l'Assemblée nationale, les Insoumis hier, vous l'avez vu, s'étaient habillés aux couleurs du drapeau palestinien. Rachel Keke a sorti un drapeau palestinien. Qu'en pensez-vous? Cet ado de 14 ans, on en a un petit peu parlé hier, en délit de fuite qui tue un trentenaire. Zelensky, invité d'honneur à l'Assemblée nationale. Selon Marine Le Pen, Emmanuel Macron instrumentalise la guerre en Ukraine jusqu'à la nausée. Beaucoup de sujets et puis vos coups de cœur et vos coups de gueule aux uns et aux autres. Et on va commencer avec vous, Benoît. C'est un coup de cœur, expliquez-nous. Alors la semaine dernière, nous apprenions que le déficit de la sécurité sociale ne serait pas de 9 milliards, mais de 11 milliards. Rappelons que ce sera a priori près du double en 2027, selon les prévisions du gouvernement. Alors le régime de sécurité sociale, vous le savez, est composé de 5 branches, famille, retraite, autonomie, maladie. Et pour collecter l'argent, la branche recouvrement, l'URSSAF. Et donc si on regarde de près l'origine de ce déficit, on constate que c'est en fait l'assurance maladie qui est quasi exclusivement responsable de ce déficit. Ouais. Raison pour laquelle la Cour des comptes a fait la semaine dernière, vous le savez, des propositions radicales, comme l'augmentation du jour de carence, c'est-à-dire des jours durant lesquels les salariés ne seraient pas indemnisés. Rappelons d'ailleurs que dans le privé, les jours de carence sont de 3 jours et dans le public seulement de 1 jour, probablement pour des raisons électoralistes. Alors, ma conviction, c'est qu'avant d'aller chercher plus loin l'argent chez les honnêtes gens, il me semble plus juste d'aller justement chasser la fraude là où elle se trouve. Et le dernier rapport de l'assurance maladie nous apprend quelque chose qui est relativement contre-intuitif, c'est-à-dire que la fraude, en fait, c'est 70%, les professionnels de la fraude sont à 70% justement des professionnels de la santé, à 20% des assurés et à 10% les établissements de santé. Alors quel type de fraude? Alors c'est principalement en fait de la facturation d'actes qui n'existent pas. Mais 70%, ce sont les responsables de la santé. Enfin, alors, vous voulez dire les médecins? Notamment les médecins, effectivement. Pas que je crois, c'est ça, non? Pas que, non. Il y a les infirmiers, il y a en gros les professionnels de santé. Mais on s'attaque un peu facilement aux assurés, alors qu'en fait, c'est plutôt les professionnels. Mais comment ils font concrètement? Alors, très concrètement, ils surfacturent des actes, ou alors ils disent, j'ai soigné un tel, alors qu'ils l'ont pas soigné. Et ensuite, ils se font rembourser naturellement par l'assurance maladie. Mais il faut la carte vitale, ils arrivent justement, non, parce qu'en fait, ils envoient des actes les actes à la sécurité sociale sans forcément justement envoyer des cartes vitales, parce que la carte vitale, on en a besoin principalement pour le patient. Et donc on peut se réjouir de l'accord hier qui vient d'être passé entre l'assurance maladie et les médecins. Accord qui prévoit notamment une revalorisation des consultations des médecins généralistes de 26 € à 30 € la consultation, mais avec des contreparties légitimes. Donc cette augmentation, on s'en doute, coûtera de l'argent, puisqu'elle coûtera 1,6 milliard, mais les médecins s'engagent justement à ralentir l'évolution du nombre de jours d'arrêt de travail. Est-ce que vous savez par exemple que les arrêts de travail ont explosé, plus 50% depuis 2017? Ils s'engagent aussi à réduire le nombre de prescriptions et à éliminer les prescriptions inutiles d'examens biologiques. Et puis le gouvernement. C'est théorique, mais comment qu'est-ce que c'est qu'un examen biologique théorique, un arrêt de travail pareil, c'est compliqué. C'est exactement la chute quasiment de ma chronique et de mon coup de cœur. C'est exactement la difficulté, c'est qu'en fait, c'est très bien, on valorise le travail puisqu'on valorise enfin les professions médicales, ce qui est une excellente nouvelle. Mais la difficulté, c'est effectivement comment l'accord va concrètement s'appliquer. Et précisons d'ailleurs que le gouvernement veut renforcer aussi le contrôle des arrêts maladie non justifiés. Et selon le directeur de la sécurité sociale, quand on fait des contrôles sur les arrêts maladie, des contrôles ciblés, tenez-vous bien, 20% des arrêts maladie sont frauduleux. Autrement dit, les médecins, et ça on le sait, ont tendance, en tout cas pour une partie d'entre eux, à multiplier les arrêts maladie pour plaire en quelque sorte à leurs patients. Alors, donc on peut se réjouir de cet accord, mais on se doute bien qu'on se demande un peu comment le gouvernement, à part la multiplication des contrôles, va pouvoir justement mettre ça en place. Alors il y a aussi encore forme de terrorisme sur les médecins, j'entends ce que vous dites, mais moi, mais quand je dis ça, je vois... Mais je vais loin, parce que quand je dis terrorisme, c'est qu'ils sont terrorisés par les contrôles de la Sécu. Donc je vous donne l'exemple d'une amie enseignante, extinction de voix depuis 15 jours, le médecin lui dit « je ne
ne vous fais pas d'arrêt maladie parce que j'en ai trop fait, je peux plus en faire. Et elle peut pas aller travailler, elle a plus de voix. Et donc, je schématise un petit peu, mais il y a cet argument qui est de dire, je vous donne pas ça, je vous fais pas tel acte parce que je vais être sanctionné. Donc c'est là où on peut pas être dans la théorie quand on est confronté à des patients. Mais votre ami paie certainement l'excès de prescription de médecins malhonnêtes. La difficulté, c'est quand vous avez un système, par définition, vous devez sanctionner les abus et les fraudeurs, parce que sinon c'est tout le système qui en pâtit, y compris les médecins responsables, comme votre ami. Oui, Virginie, je crois que notamment, je ne sais pas si vous avez vu se multiplier dans Paris ces dernières années ce qu'on appelait les cabinets dentaires, les cabinets d'ophtalmologique. Alors c'était des locaux dans lesquels s'installaient plusieurs médecins. Et ces cabinets-là ont été les spécialistes de la fraude. Ils ont surfacturé des actes qu'ils ne faisaient pas, exactement ce que vous dites. Et j'entends bien... seconde remarque, ce que vous dites à propos des médecins qui essayent de bien faire leur travail et qui se sentent surveillés. Mais il y a aussi des médecins qui connaissent par cœur le système et qui en abusent. Et moi, j'avais déjà parfaitement entendu ce que vous dites, c'est-à-dire que les principaux fraudeurs, ce sont les médecins et les professionnels de santé eux-mêmes. Et c'est ça qui est totalement contre-intuitif et c'est ça qui, moi, je trouve est très choquant. Oui, il y a un auditeur qui me parle du trafic sur les transports médicaux, les taxis, etc. Là, en gros, il y a quand même un gros ménage à faire à Goun. Il y a aussi de l'innovation dans ce sujet parce qu'on a vu depuis 2017, je pense que ça peut expliquer en partie l'augmentation du nombre d'arrêts de travail, des nouvelles applications qui font que à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, on peut prendre rendez-vous, téléconsulter un médecin, peu importe sa situation géographique et avoir son arrêt maladie ou autre. Je pense qu'il faut quand même malgré tout faire confiance à nos médecins sur le sujet. Enfin, 70% de fraude, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il faut affiner le chiffre, j'ai l'impression, parce que là on va tout de suite du côté de la médecine, il y a peut-être d'autres leviers, d'autres aspects qui sont liés à cette fraude. C'est très intéressant en termes de chiffres. On sent qu'il y a un malaise aussi au sein de la société, on sait très bien, il y a des arrêts maladie qui sont peut-être faits un peu de confort ou d'autres, il y a des arrêts maladie qui sont reconduits de façon un peu trop rapide, on peut le dire, et surtout la prise en charge des premiers jours d'arrêt maladie, ça peut faire un débat politique pour le coup, où il y avait des pistes qui étaient évoquées, notamment sur le fait de pas rembourser les premiers jours qui étaient liés à l'arrêt maladie. Donc voilà, c'est un sujet assez sensible, mais qui fait partie de la réalité du quotidien de nos Français, et je pense qu'on a tout intérêt à le prendre à bras le corps. Oui, Jean-Luc. Je trouve qu'ils en prennent bien pour leur grade, les professions de santé. Ouais. c'est quand même... il y a un déficit, je rappelle que le budget de la sécurité sociale, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, si ce n'est plusieurs milliards. C'est d'ailleurs des milliards, et qu'on est à un déficit assez léger. Qu'il y ait des fraudeurs, oui. Qu'il y ait des métiers difficiles, c'est certain aussi. Et il y a des métiers difficiles dans lesquels, effectivement, il est bon parfois de s'arrêter. Voilà. Donc, je trouve que à ce niveau-là, mettre ça sur le dos des professions de santé, c'est un peu lourd, et que ça n'est pas vraiment sérieux. Oui, mais enfin, s'il fraude, qu'il soit médecin ou avocat ou flic, la fraude doit être sanctionnée. C'est pas des inventions. Ça a été dit, ce sont des fraudes de certaines boîtes qui s'occupent de cela. Ok, mais ça n'est pas le cas général des professions de santé. Mais 70%, personne n'a dit ça. Mais 70% de fraude, ça interroge. 70% de fraude. Mais non. 70% de fraude sur le nombre de fraudes. Ça ne veut pas dire 70% des professionnels de santé. Ouais. Bon. Merci. Mais ça n'a pas été dit non plus, ça. Allez, on marque une toute petite pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité dans ce 10h midi avec Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, et Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique. Nouveaux incidents à l'Assemblée nationale, on va y revenir. On va revenir également sur le délit de fuite de cet adolescent de 14 ans qui a tué un homme. Et puis Zelensky, invité d'honneur à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous ? Tous ces sujets seront débattus. Alors on continue notre tour de table. Virginie, on vous l'accorde à chaque fois, c'est votre marotte. Bruno Le Maire vous énerve.
Eh bien oui, je trouve que Bruno Le Maire, notre inénarrable ministre, qui je le rappelle est quand même en fonction depuis 2017, manque singulièrement de modestie. Alors outre qu'il a dit il y a quelques jours, je rappelle à ceux qui l'auraient oublié que la note de la France a été dégradée par Standard & Poor's, elle est passée de AA à AA-. Alors Bruno Le Maire a commencé dans un premier temps par dire qu'il avait sauvé l'économie française lors d'une interview sur BFM. Je pense qu'il faisait allusion à la période du Covid où la France a effectivement, quoi qu'il en coûte, ouvert les guichets de la bourse. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il a dit, écoutez, c'est comme si on était passé du 18 au 17, ça reste encore extrêmement bien, il n'y a vraiment pas de quoi se frapper. Et il propose un petit live aux auditeurs, j'ai vu ça passer sur Instagram, mais alors il faut voir la réponse des auditeurs, c'est que les auditeurs, eux, le 18 ou le 17, ça les frappe pas. Ce qui les frappe quand même, c'est malgré tout la dégradation de cette note et malgré tout l'aplomb d'un ministre qui est au pouvoir depuis toutes ces années et qui ne reconnaît jamais aucune erreur, aucune faille et qui lui conseille plutôt de continuer à écrire ses livres en lui demandant au passage si vraiment il a le temps de s'occuper de ce pourquoi il est censé travailler. Donc moi je voudrais dire à Bruno Le Maire que peut-être que lui ça ne le frappe pas mais que ça a frappé les gens cette dégradation de la note et que malgré tout il serait bien en politique comme d'ailleurs dans tout de dire eh ben oui on est déçu parce que forcément il a été déçu Bruno Le Maire donc qu'ils le disent au lieu de prétendre que ça ne change rien, que c'est excellent et que ça reste encore formidable. Ça m'agace horriblement parce que non mais je pense surtout que ça provoque une radicalisation des électeurs, de l'électorat et on voit bien d'ailleurs ce qui va se présenter, ce qui se prépare peut-être dimanche. C'est ça qui met les gens en colère, c'est qu'on les prenne pour des billes. C'est agaçant. Ouais, bah c'est effectivement. On en avait parlé cette semaine avec Éric Revel. Et j'ajouterais une toute petite chose. J'ai entendu comment il s'appelle, Alex Vizorek, qui a dit mais pour un peu il rendrait presque Emmanuel Macron modeste. Et j'avoue que ça m'a fait rire. Alors Jean-Luc Benamias, vous vouliez revenir aussi vous sur un sujet dont on a parlé, mais il y a un élément nouveau depuis hier. Donc je vous laisse votre interrogation. Le fait que Monsieur Attal se croit revenu au temps de l'ORTF, qui était dirigé directement par la tête de l'État, et que donc c'est open bar, quoi. On est, il vient. Je trouve que Valérie Ayer est très courageuse depuis le départ, parce que personne voulait être tête de liste pour Renaissance, pour Renew, donc elle s'est sacrifiée entre guillemets. Ah bon, à ce point-là donc elle est pas. J'ai regardé hier, comme beaucoup de gens, l'émission globale sur France Télévisions. J'étais d'un bon niveau global. C'est comme ça que j'ai analysé la situation. Hein. Des 8 et voir les 8 après, c'était plus compliqué. Oui. Voilà. Le fait qu'il se permette ce qu'il a fait est totalement insupportable. Voilà. Alors c'est très significatif. Alors Matignon, sur la façon. Matignon a dit c'est pas nous, c'est Radio France qui lui a proposé. Ah non, Radio France, j'ai vu les explications. Hein, la directrice ou une des directrices qui suivait Monsieur Attal pensait qu'il allait rester au fond du studio et qu'il allait saluer à la fin de l'émission Valérie. C'est pas le cas. Voilà, je crois que à ce niveau-là, c'est on est ici chez nous. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose qui arrivera demain avec le président de la République qui prendra la parole aux 20h sur TF1 et sur France 2, alors que le fait qu'il soit dans les commémorations du 6 juin, rien à dire, strictement rien à dire. Il a la parole absolument tous les jours dans cette période. Pas la peine d'aller sur les grandes chaînes de télévision pour rajouter une couche. Voilà, c'est assez agaçant. Cette campagne électorale est déjà relativement lamentable. 38 listes, c'est beaucoup, même s'il y en avait déjà 34 la fois d'avant. Enfin, vous pourriez dire un mot d'ailleurs de cette deuxième partie de soirée avec les petites listes où on a vu franchement le tout et n'importe quoi. Jean Lassalle ça fait chier tout le monde. Jean Lassalle. Jean Lassalle était ailleurs. Chacun l'a vu. Non, mais vous avez. Mais c'est surtout que le temps de parole qu'on leur laissait n'était pas le même que celle de l'émission d'avant. En moyenne, l'émission d'avant, il y avait 12 minutes par candidat et candidate. Sur la seconde partie, très tard le soir, il y avait 8 minutes par candidat. Oui, enfin, Forteresse Europe, liste néofasciste, je vous lis, la moyenne est à moins de 2% avec Henri Massol, numéro 7, qui souhaite la révision du procès du maréchal Pétain. Non, ils ne sont pas passés, c'était pas en seconde partie, ça. C'était en
Non, mais Valérie. bon, oui, j'ai bien compris, mais franchement. Je suis d'accord, Valérie, c'était ni fait ni à fait. C'est assez. Simplement, effectivement, aux élections européennes, il suffit de se présenter. Ils n'auront pas de bulletin de vote pour la plupart d'entre eux. Chacun a dit il faut éditer ses bulletins de vote. Mais quelle perte de temps, d'énergie, d'organisation, de bordel, pardon, il n'y a pas d'autre mot. Pour revenir à la seconde partie de l'émission, Valérie, quand même, on a quand même vu qu'il y avait des candidats et des candidates dans cette seconde partie de l'émission qui tenaient la route. Oui, certes. Un mot sur... Oui, bon, écoutez, on va... Qui tenait la route? Qui Oh, la route Roux, Guillaume Lacroix, je m'arrêterai là. Le parti animaliste. Ils étaient pas pareil, là, la deuxième partie. Pareil, elle est excellente. Oui, non, elle était... Elle était là. Elle a une belle expression, on le savait déjà, elle fait beaucoup d'émissions à la télé. Absolument. Ergun, coup de gueule. Marine Le Pen était ce matin sur Sud Radio. Oui. Vous l'avez écouté, très bien. Jean-Jacques Bourdin. Très sagement. Et encore une fois, elle nous a partagé sa grande vision pour les sujets géopolitiques, avec notamment le sujet ukrainien, où elle a fait encore une sortie en nous expliquant qu'il était inutile d'armer, d'aller aider les Ukrainiens sur le sol, et que l'issue de la guerre se ferait exclusivement par la négociation. En tout cas, pour une personne qui nous avait expliqué que la Russie n'irait jamais sur le sol ukrainien, qui avait légitimé l'annexion de la Crimée, et qui nous avait expliqué que ces modèles c'était Trump et Poutine, on avait encore une fois de quoi avoir des doutes sur l'objectivité et sur ce qui a été avancé. Mais pour autant, vu la gravité et vu l'aggravation de la situation militaire sous le sol ukrainien, avoir un discours aussi ambigu à quelques jours d'un scrutin important nous rappelle encore une fois les enjeux importants que peuvent se cacher derrière cette élection de ce dimanche-là. Et de mon côté, voilà, c'était un coup de gueule parce que évidemment, on peut ne pas être d'accord, ne pas être complètement aligné sur la position du président de la République et de notre pays, mais pour autant systématiquement aller dans le sens de l'ingérence russe sur cette situation ukrainienne est plutôt gênante. On n'a pas entendu dire que les Russes devaient retirer leurs troupes sur le sol ukrainien, même si elle a dit qu'elle soutenait l'Ukraine. Il y avait encore quelques signaux assez faibles d'un positionnement plus qu'ambigu sur le sujet. Alors écoutez ce qu'elle répondait à ce sujet justement ce matin, qui estime qu'Emmanuel Macron, lui, en fait beaucoup. Est-ce qu'on peut quand même voir que Emmanuel Macron, alors d'un côté il y a la France Insoumise qui ne parle que de Gaza, et de l'autre côté il y a Emmanuel Macron qui ne parle que de l'Ukraine. Bon, la réalité c'est qu'il y a que le Rassemblement national qui s'intéresse à la France et aux Français, à leur avenir et à leur vie quotidienne. Emmanuel Macron a instrumentalisé l'Ukraine depuis d'ailleurs 2 ans en réalité. Il l'a fait pendant la campagne présidentielle, il continue à la faire presque jusqu'à la nausée. C'est gênant. Ouais. Oui, je parlais de l'Ukraine, c'est aussi parler de l'Europe, c'est parler de la France. Encore une fois, minimiser ce sujet-là, ça montre une ambiguïté selon nous. Mais on va en reparler avec la venue de Zelensky. Mais oui, vous voulez réagir? Non, effectivement, petite remarque, c'est aussi la position de Nicolas Sarkozy, qui lui a eu affaire à Poutine physiquement. Il a, en 2008, avec l'annexion de la Géorgie, si ma mémoire est bonne, il a dû négocier, il a réussi à faire reculer Poutine suite à cette annexion. Donc c'est la position de Marine Le Pen, c'est vrai, mais faut pas non plus dire que c'est la seule à tenir cette position-là. Il y a aussi des gens qui ont été aux responsabilités, qui estiment que seule la voie diplomatique peut nous sortir de ce conflit qui tous les mois génère quand même des morts, quoi. Donc je veux dire avoir prôner une position tout le temps belliqueuse et critiquer ceux qui souhaitent arrêter le massacre, je trouve ça un peu caricatural. Voilà. Ouais. Je ferai juste une petite remarque malicieuse. Marine Le Pen, elle a cette chance extraordinaire de penser qu'elle n'a pas besoin de faire campagne et que tous les événements jouent pour elle. Alors évidemment, ceux qui font intensément campagne, ça la déroute un peu. Ouais. Et vous, Jean-Luc, sur cet aspect des choses, sur ce que dit sur cet aspect des choses, moi je pense que se mettre à la place des Ukrainiens est absolument indispensable. Ils ont été attaqués. On essaie de les sortir d'une partie de leur territoire. Ils se défendent. La ligne politique et la ligne stratégique doit être de soutenir l'Ukraine de toute façon. C'est ce que font à peu près tous les démocrates. Eh bien, écoutez, Marine Le Pen d'Aldon n'est pas démocrate, mais nous le savions déjà. Petit mot, petite info parue dans le Canard enchaîné. Le gouvernement, l'État s'apprêterait à débourser près de 3 millions d'euros pour faire venir Céline Dion en juillet prochain pour chanter aux Jeux Olympiques. Contribuables associés.
Vous êtes en train de... Je vais tomber à la renverse. Non, je trouve qu'on dépense déjà beaucoup d'argent pour ces Jeux Olympiques. Il est en PLS. Exactement, y compris pour les sujets de sécurité. Et voilà, dépenser encore de l'argent pour faire venir une star internationale. Alors pour 2 stars, Aya Nakamura et Céline Dion. Et Céline Dion, 2,7 millions d'euros. Paraît beaucoup quand même, non? Ouais. La qualité, ça coûte cher. Oh là là. Eh bien, moi, je vais vous dire... continue, alors, même pour les JO. Voilà, même pour les JO. Je sais pas comment on fait ça. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Est-ce que vous avez vu les émeutes cette nuit en banlieue? Vous avez vu des émeutes? Bah non, il n'y en a pas eu. Pourtant, il y a un jeune homme qui est mort, qui a été tué par un fuyard, par un délinquant qui avait volé un véhicule et qui, en s'enfuyant et en refusant d'obtempérer, ne s'est pas à tuer un jeune homme de 34 ans. Il n'y a rien, personne n'en parle, enfin on en parle nous, on en parle un peu. Je pense évidemment à l'affaire Naël qui avait soulevé un certain nombre de réactions dans les banlieues. Ce petit ange disparu trop tôt, je ne dis pas qu'il doit... Enfin, je vais être un peu excessif peut-être, mais c'est Thibaut de Montbrial et qui disait, voilà pourquoi les policiers doivent avoir le droit de tirer sur des gens qui font des délits de fuite parce que c'est un mort qui se retrouve vraisemblablement au bout de ces délits de fuite. Donc je suis absolument scandalisée de ce qui s'est passé hier et du nombre des délits de fuite. Aujourd'hui, les policiers hésitent même à poursuivre les fuyards de peur qu'ils ne provoquent des accidents. Jean-Luc, je vois que vous soupirez. Ou en tout cas, vous n'êtes pas... Non, je soupire pas, Valérie. J'essaie j'entends ta réaction, je veux dire, elle me paraît tout à fait honorable. Je soupire pas. Je dis simplement que qu'est-ce qui est passé dans la tête de 14 ans? Sa vie est foutue. Mais c'est sa vie qui est foutue, mais il a tué quelqu'un. Non, mais j'allais le dire, Valérie. Non, c'est Virginie. Coucou, Jean-Luc, c'est Virginie. Évidemment. Ouais. Merci, alors, l'adolescent, quand même, appelons-le adolescent, moi je l'appellerais délinquant. Oui, mais il avait déjà été déclaré coupable par le tribunal pour enfants de Créteil le 4 décembre pour 2 chefs d'accusation, vol avec violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, atteinte à l'intimité de la vie privée. Je veux dire, c'était déjà un délinquant, c'était déjà quelqu'un qui a 14 ans. Oui, non, mais voilà, c'est que se pose la question de la justice des mineurs, se pose quand même un nombre de questions sur les délits de fuite. Pourquoi ces gens ne s'arrêtent pas je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, on va recevoir Yannick Aleno demain. Son fils a été tué par un chauffard. Celui qui a tué son fils de 23 ans avait volé une voiture, était à pleine vitesse, a percuté son fils. Cet homme n'a toujours pas été jugé. Ça fait 2 ans. L'homme est en liberté aujourd'hui. C'est un permis de tuer aujourd'hui. La voiture, les excès, les délits routiers et en particulier ces délits de fuite. Ergun? Ça me dérange pas du tout de débattre de restrictions de libertés individuelles, de la délinquance juvénile, de la situation face au refus d'obtempérer. Le seul point qui me dérange, moi, c'est systématiquement, dès qu'il y a un événement comme ça, c'est de faire la comparaison avec la situation de Naël. Malgré tout, on était face à un événement où, pour le coup, c'était les forces de l'ordre qui, dans un véhicule arrêté, avait agi, c'était filmé, et la réaction des banlieues, c'était plus par rapport à ça. C'était pas là la délinquance, elle est double. C'est-à-dire que là on a un très très jeune, je sais pas, 13 ou 14 ans, il y en a 13 ans. Bon, 13 ans, 14 ans. Il a été condamné 8 jours d'ITT, c'est-à-dire que c'est très très grave. C'est-à-dire 8 jours d'ITT, c'est vraiment une situation où la violence a été extrême sur la personne. Il vole une voiture à 3h du matin, etc. Là, je pense qu'il y a un vrai sujet d'encadrement parental. Naël, il y avait eu une course-poursuite avant. La voiture a finalement été arrêté, mais il y a eu une course-poursuite. C'est quelqu'un qui avait mis en danger la vie d'autres concitoyens. Je veux dire, c'est pas un type qu'on a coincé dans un coin et qu'on a buté. Enfin, pardon. Il était arrêté au moment venu. C'est ça le débat. Après, d'accord, c'est autre chose. Mais il y a un moment. Là, le refus d'obtempérer, il l'a pas respecté. En plus, il a été faire un accident. Il a été tué une personne qui, très certainement, une personne de 37 ans qui venait du travail ou qui. Il allait travailler à 3h du matin. Donc, l'émotion est énorme. Mais là, le sujet, c'est de savoir comment un jeune de 13 ans qui se fait condamner pour des faits très graves au mois de décembre se retrouve encore une fois complètement libre de circuler et d'agir comme il veut quelques mois plus tard. Et en vrai, c'est un cycle malheureusement qui se reproduira si on n'agit pas de façon plus ferme au niveau des sanctions.
Oui. En fait, on a l'impression d'entendre toujours la même histoire. L'histoire, elle est toujours simple. C'est un mineur qui est adoré par sa famille et ses voisins, qui commet un vol, qui a déjà été condamné par la justice et qui provoque un drame auprès, par définition, d'une personne complètement innocente. Je trouve que cette histoire, on l'entend trop souvent. Et on sait tous qu'il y a un problème avec des lois qui sont laxistes. On sait tous que les policiers ont peur d'intervenir parce qu'ils ont peur de ne pas respecter telle virgule dans la procédure. On sait qu'ils ont peur d'intervenir parce qu'ils savent qu'ils peuvent, à tort ou à raison, générer effectivement des émeutes. Donc il y a quand même un sujet en France, il y a vraiment un sujet. Et on est obligé de se poser la question de, vous l'avez dit tout à l'heure Valérie, comment est-ce possible qu'il y ait tant de temps entre l'infraction et le jugement ? Là, il devait passer devant la justice le 12 juillet pour effectivement des actes commis il y a plusieurs mois. Enfin, je veux dire, c'est quand même délirant. Et tant qu'on n'aura pas ce sentiment tant qu'on aura ce sentiment justement d'injustice profonde, il ne faut pas s'étonner si les Français se radicalisent. Voilà. Virginie, sur ce... on met tant de temps parce que la justice est débordée, n'a pas assez de moyens, n'a pas le temps de traiter tous les dossiers. Alors on peut pas à la fois dire ah là là mon Dieu ce mineur et en même temps ne pas réarmer, puisque c'est ça dont il s'agit, le système total. Je pense que tous les professionnels de justice sont les premiers à dire mais donnez-nous les moyens de travailler proprement, donnez-nous plus de personnes, donnez-nous plus de cadres, on est débordé par les dossiers, on n'y arrive pas. Quant aux mineurs, c'est un vrai problème. Je rappelle que les émeutes auxquelles vous faisiez allusion, il y avait essentiellement des mineurs dans les rues. Donc là aussi, on peut se demander, mais... que font les parents ? Parce qu'on est tous parents, et j'entends bien qu'il y a des familles monoparentales et que souvent les mères travaillent la nuit, j'entends tout ça. Mais malgré tout, il y a un vrai problème quand on voit qu'il y a autant de mineurs qui commettent des actes délinquants, et on se demande qui s'occupe d'eux, qui veille sur eux, qui surveille, à quelle heure ils rentrent, à quelle heure ils sont là. Je ne sais pas, c'est une vraie interrogation pour moi. Et puis où sont les pères ? Où sont les pères dans ces moments-là ? Les pères, on vous dira que les pères sont souvent partis. C'est aussi la faute des pères. Et que c'est souvent la responsabilité seule des mères. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, est-ce qu'il faut durcir le système pénal ? Est-ce qu'il faut... Que faisait ce gosse ? Il aurait dû être en centre fermé, ou en tout cas, mais il y en a tellement, et effectivement, les délits sont... Je sais pas. Jean-Luc, quelle solution ? Je le dis souvent sur cette antenne, les manques de moyens qui existent aujourd'hui, notamment par rapport à la justice, les manques de moyens par rapport à tout ce qui était dans un temps qui n'est pas si ancien, qui s'appelait l'éducation populaire, avec un certain nombre d'adultes qui s'occupaient et des jeunes mineurs et des plus ou moins jeunes. Tout ça a largement, malheureusement, disparu. On se retrouve dans des situations, dans un certain nombre de cités, où il n'y a plus, à partir d'une certaine heure, les adultes n'existent plus. Ou alors ils sont terrés chez eux parce que dans la rue, c'est absolument insupportable et impossible. Voilà. Le manque de moyens et des forces de police, notamment des forces de police de proximité qu'on a retirées, ça ne réglerait pas tout, je le sais, mais ça réglerait une partie du problème. Quant à cette histoire de mineurs délinquants, reprenons clairement le fait de se dire, il faut faire, qu'est-ce qu'on fait avec ces mineurs délinquants qui sont laissés à l'abandon et qui traînent dans les rues, notamment ce gamin dont la vie est foutue comme celui qui a été tué. Oui, enfin sa vie, elle était lui, déjà... il n'est pas mort. Celui qui a été tué, il est effectivement mort. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Je viens de le dire. Mais c'est pas tout à fait pareil. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette info, ce tweet de Thibault de Montbrial ? Voilà pourquoi la police a le droit de tirer sur l'auteur d'un refus d'obtempérer si les agents estiment que le conducteur est susceptible d'être dangereux dans sa fuite. Et il dit, mais là on va entendre les associations, on n'entendra ni les associations, ni les artistes, ni les sportifs, juste les pleurs d'une famille anonyme dévastée. Oui, juste, mais on va tirer sur un gamin de 14 ans. Très bien. Il y a un homme qui est mort, donc il y a un choix à faire. Enfin, c'est très très dur à dire comme ça, mais c'est ça. Oui, mais il y a un moment où si vous laissez le délinquant s'enfuir, il va tuer quelqu'un. Donc, j'ai une question philosophique. Non, même très technique, c'est-à-dire que nos forces de l'ordre sont formées, et on espère qu'elles seront mieux formées pour pouvoir avoir le bon jugement dans les moments-là, et ils prennent leurs responsabilités comme il faut. Après, il y a peut-être d'autres options avant d'en arriver là, mais s'ils prennent ces décisions, c'est qu'elle est jugée utile de leur part. On peut peut-être essayer d'arrêter le véhicule d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment pas facile, c'est un métier dur, etc. Mais c'est une remarque qui montre toute la difficulté du métier de nos forces de l'ordre. Ouais. Et la pression dans laquelle ils sont. Ouais. Allez, on marque une pause et on va parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier.
Doit-on en parler même? C'est la question. Oui. À tout de suite. Et avec vous, toujours sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Et l'actualité, c'est ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Un drapeau palestinien brandi une nouvelle fois dans l'hémicycle. Des députés qui se sont habillés aux couleurs du drapeau palestinien, ce qui fait que, évidemment, la sanction, pour le coup, ne peut pas intervenir. Rachel Keke, elle, sera vraisemblablement condamnée et exclue. Ça vous inspire quoi, Ergun Toparslan, ce type de comportement? Ça m'inspire de la fatigue intellectuelle et je suis vraiment désabusé de voir cette instrumentalisation. Ils ont vraiment aucune gêne, aucune honte, aucun respect aussi à l'institution dans laquelle ils se trouvent. Ils peuvent exprimer, ou ils ont d'ailleurs toute la liberté d'expression qu'ils utilisent, qu'ils usent très largement. Et là, aujourd'hui, ils sont vraiment dans une démarche où j'arrive pas à comprendre la finalité. La semaine dernière, ils ont fait un festival après ça, alors que si c'est vraiment un truc qui leur tenait à cœur et que ils sont sur cette position de génocide, je comprends pas toute cette jubilation qu'il y a autour. Ça me dégoûte, ça me répugne, mais c'est surtout révélateur de cette gauche qui est uniquement dans une approche populiste, je suis même pas sûr que ce soit efficace politiquement, mais qui continue à utiliser un combat et des émotions de certaines parties de la population, parce qu'ils jouent uniquement sur les émotions, parce que concrètement, il n'y a rien de sérieux qui sort de leur bouche pour trouver une solution à la situation, en tout cas rien de crédible, et ce spectacle continue. Donc à un moment donné, il va falloir, comme on dit, remettre de l'ordre aussi au sein de cette assemblée. J'espère qu'on puisse retrouver des débats politiques de fond, comme ça a été le lieu pendant de nombreuses années. Alors Jean-Luc, vous dites Messi. Je m'excuse. Oui. L'Assemblée nationale, c'est quasiment jamais vu. Il n'y a plus de majorité possible dans cette Assemblée nationale. Non. Ce qui donne... il n'y a d'ailleurs pas de majorité actuelle. Non, mais surtout que ce qu'on appelle majorité n'est plus majoritaire du tout. On est passé plusieurs fois, et je n'apprends rien à personne, un 49-3 régulier par rapport à toutes des décisions importantes que devait prendre la République française. Les débats deviennent absolument inaudibles, et voilà. Alors après... non, il y a quand même des positions qui sont prises et qui sont demandées par une partie de la gauche, si ce n'est toute la gauche, mais pas uniquement. Le groupe Plotte est à peu près dans cette position-là aussi, qui est pas un groupe qu'on peut appeler d'extrémistes, qui est 2 États, reconnaissance de la Palestine. C'est quand même pas énorme. Mais la majorité présidentielle aussi, Jean-Luc. C'est ce qui est demandé par 145 pays dans le monde. Donc voilà. Ah oui. Mais pas par le Hamas. Hein. Valérie, une petite précision. Tu as dit tout à l'heure que c'était la LFI. Non, c'était les Verts, la LFI et le Parti communiste qui étaient alliés aux couleurs de la Palestine. Voilà. Évidemment, ça n'est pas... Tout ça ne rend pas très sérieux. Je suis de ceux qui regardent plus maintenant ce qui se passe au Sénat, alors que c'est pas spécialement passionnant non plus, mais au moins on a des débats et de vrais débats. Il y a plus de débats à l'Assemblée nationale. Ça pose un problème, et clairement à un moment donné, une dissolution sera... on va pas tenir 3 ans comme ça. Je ne crois pas une seule seconde qu'on puisse tenir 3 ans comme ça. Benoît. C'est vrai que l'Assemblée nationale, en fait, on a l'impression quasiment qu'on est sur les réseaux sociaux à longueur de temps, et on a l'impression que les débats de fond ont disparu. On a l'impression qu'en fait l'objectif c'est de faire un coup médiatique pour faire la une du 20h. Alors c'est vrai que les stratégies politiques parfois sont difficiles à décrypter, mais alors celle de LFI, pour le coup, elle est claire comme de l'eau de roche. Ils ont ciblé les quartiers. En 2022, ça a fonctionné. Je prends l'exemple de la ville d'Évry où ils font plus de 50% au premier tour. Donc ça a fonctionné. Ils ont eu un échec la dernière fois aux élections européennes, ils ont fait à peu près un peu plus de 6%. Mélenchon s'en plaignait. Et donc là, ils se disent, globalement, on va utiliser la guerre au Moyen-Orient pour être un véritable carburant électoral, pour essayer de mobiliser encore davantage les fameux quartiers communautarisés qui nous ont apporté leur voix en 2022. Et comme en plus, ils ont une tête de liste, Madame Aubry, qui, comme disent les politiques, n'imprime pas beaucoup dans l'opinion, et Mélenchon mouille le maillot, il va faire de plus en plus de meetings, notamment dans ces fameux quartiers. Il a sorti de son chapeau Rima Hassan, qui est vraiment une militante de la cause palestinienne, et puis il multiplie les coups d'éclat pour justement faire la une des médias. Et c'est vrai qu'on se demande vraiment si on est dans le cadre d'une élection européenne ou pas, parce que clairement leur seul sujet de conversation, leur seule préoccupation, c'est effectivement pas le sort de la France ou des Français dans le cadre de cette Union européenne, mais ils tentent de faire en sorte que le débat ne se porte jamais sur les questions européennes, mais sur des questions qui dépassent ces élections, et sur des sujets de géopolitique qui méritent évidemment d'être traités, mais à quelques jours de l'élection
des européennes, on est obligé, je crois, de parler d'un peu de cynisme. Pourquoi question peut-être naïve, mais pourquoi ce combat pour la Palestine? Je voyais ce tweet, je ne nie absolument pas ce qui se passe et le drame que vivent les habitants de Gaza. Mais je voyais ce tweet de Bérangère Viennot qui dit elle parlait à ceux qui sont habillés aux couleurs du drapeau palestinien, venez demain voilés comme les Iraniennes battues, sous des linceuls comme les Afghanes opprimés, ensanglantés comme les Israéliennes violées, enchaînés comme les Yézidis vendus, le dos courbé comme les Ouïghours esclaves, et peut-être prendrons-nous votre engagement au sérieux. J'ai trouvé que c'était d'une justesse absolue. Vous avez en ce moment des Yézidis qui sont, je l'ai dit en début de semaine, affamés, encerclés sans eau, sans nourriture, qui vont mourir de faim et de soif. Je veux dire, cette cause-là, enfin toutes ces causes-là mériteraient qu'on s'indigne. En quoi est-ce que la cause palestinienne, est plus juste ou plus proche de nous? Je vous pose la question. Elle est ni plus juste ni plus proche, elle est juste électoraliste. Il y a en France un vivier d'électeurs que LFI espère attirer à lui d'ici dimanche. C'est aussi simple que ça. Les autres causes que vous avez évoquées tout à l'heure ne représentent pas en France réellement de personnes indignées, et donc c'est pas la peine de les utiliser. Il y a une forme de cynisme et alors d'instrumentalisation, c'est très net. Mais je voudrais rappeler une chose à Monsieur Benamias. L'utilisation du 49.3 est totalement limitée. Le 49.3 peut être utilisé ad libitum sur les textes financiers, les textes de loi, les projets de loi de la sécurité sociale, et une fois par session. Donc il n'y a pas à dire que le 49.3 est utilisé à tort et à travers. C'est limité par la loi. Une question d'un auditeur, pourquoi pas une sanction collective pour tous ceux qui se sont... c'est un groupe en fait qui a manifesté, enfin plusieurs groupes, vous l'avez rappelé Jean-Luc, vous avez raison. Est-ce que ça peut être possible? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à la question. Est-ce qu'on peut sanctionner un groupe? Jean-Luc, peut-être? Je pense pas. Non. Je pense pas. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est? On va sanctionner donc une partie de la représentation nationale parce qu'elle manifeste de manière illégale, et parfois c'est en dehors des règlements, on le sait, voilà, et on va sanctionner. Ça ne répond en rien au problème démocratique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. En rien. On est dans une situation où il n'est pas possible d'avoir une Assemblée nationale qui est incapable aujourd'hui d'avoir de vrais débats. Oui. Oui, mais c'est pas parce que ça répond pas au problème démocratique qu'il faut laisser tout faire au sein de l'Assemblée. Je pense que d'un point de vue réglementaire, c'est difficilement applicable ce genre de sanctions. Mais juste pour faire le parallèle peut-être avec la gauche, dans les années 70, ça a été un marqueur important idéologique, le Moyen-Orient, où il y avait beaucoup de personnes d'extrême gauche européennes qui partaient, se former, combattre là-bas. On parle de l'époque de Carlos et de ces petites milices qui étaient sur le combat là. Et je pense que c'est ce qui a fait perdre beaucoup de temps à la cause palestinienne, à trop se parer de ce paravent idéologique d'extrême gauche. Et aujourd'hui, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est royal. C'est ces petits fantasmes idéologiques de jeunesse et qui reviennent. Mais encore une fois, concrètement, pour la Palestine et les Palestiniens, ça ne produit rien de sérieux de politique. Moi, ça me dérange pas qu'on débatte de cela dans le cadre des élections européennes, puisque l'Union européenne doit des fois se positionner sur certains sujets internationaux, dont celui du Moyen-Orient. Mais parler uniquement de ça et instrumentaliser l'Assemblée nationale à des fins électoralistes, c'est ça qui est plutôt gênant. Et je crois qu'en plus les sanctions sont certainement contre-productives. Oui. Parce que voilà, il n'y a pas eu agression, il n'y a pas eu, dérapage verbal ou que sais-je. C'est juste que je trouve que les sanctionner, ça continue à les victimiser, et auprès des populations qu'ils visent à cibler, ils sont en droit de dire maintenant, voyez, on dit la vérité, la preuve, on est sanctionné à l'Assemblée nationale. Mais je trouve ça vraiment pas d'ailleurs, il y a deux choses différentes. Il y a les députés qui étaient habillés aux couleurs du drapeau de la Palestine. Ceux-là, je pense qu'ils ne vont avoir aucune sanction. Oui. Mais il y a le brandissement du drapeau, là, à l'envers. Oui, et je rappelle qu'il y a 15 jours, il y a déjà eu un député LFI qui s'appelle Sébastien Deluc, qui lui a écopé de 15 jours d'exclusion, qui est une sanction extrêmement grave. Et quand vous parlez de sanctions, j'ai senti hier que Yael Braun-Pivet n'avait pas forcément envie de rééditer l'épisode d'il y a 15 jours. Elle a semblé vouloir reprendre très vite la séance. Elle a dit, rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Donc ça va être noté. Est-ce qu'il va y avoir une sanction égale à celle d'il y a 15 jours? Franchement, j'en doute.
Et dernière petite remarque, moi je suis très choquée par tous les commentaires qui ont été faits par les élus de LFI qui disent « Oh oui, mais le règlement, nous on est prêts à le braver ». Bah super, si les élus commencent à braver les règlements et les lois que eux-mêmes contribuent à faire, alors là franchement, il y a là un sens méprisable de la politique. Ouais. Les élus doivent, malgré tout, ils sont dans une enceinte, ils représentent ce qu'on appelle la représentation nationale, ils doivent respecter le règlement. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors c'est valable pour l'ensemble des élus. Absolument. Aussi pour les élus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est valable aussi pour d'autres élus. Oui, oui, c'est valable pour les élus. D'ailleurs, j'ai parlé des élus. J'ai dit la semaine dernière sur cette antenne qu'un certain député avait été agressé, avait été en train d'agresser le ministre de l'Intérieur. Pas le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Ces images-là, tout le monde les a vues. Ah bon ? Est-ce qu'il a été condamné ? Est-ce qu'il a été exclu pendant 15 jours ? Non. Oui, c'était pas vu. Oui. Mais bon, tout ça pour dire qu'on va pas transformer l'Assemblée nationale en tribune avec d'un côté des drapeaux, de l'autre drapeau, tout ça va très mal finir. On est d'accord. Voilà, c'est juste ça, une question de bon sens qu'on essaie d'amener dans le débat et essayer de calmer un peu les esprits. Et le poteau, il est un peu trop gros là, et les filles, ils abusent un peu trop du sujet. On verra comment ça va déboucher. D'ailleurs, l'initiative de Raquel Guéquet était, semble-t-il, assez solitaire, parce que je suis pas sûre que tout le monde était au courant qu'elle allait sortir le drapeau. Comme d'habitude, je crois, pour elle. Ça, par contre, c'était tout à fait préparé, parce que chacun était positionné dans l'hémicycle de façon à ce que ça représente bien le drapeau. Donc ça, c'était préparé. Allez, on marque une pause. Ce qui est préparé, c'est qu'ils le feront encore une autre fois. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Je sais pas, demain ils vont faire quoi ? Vendredi, soutenir le PSG, l'Olympique de Marseille, ça rime plus rien. On se retrouve dans un instant. On va parler donc de Zelensky, invité d'honneur à l'Assemblée nationale. On y revient dans un instant. Zelensky donc sera l'invité d'honneur de l'Assemblée nationale, vendredi à Paris. Ils vont discuter des besoins de l'Ukraine face à la Russie. Tout ça se passe au lendemain des comment on dit, je trouve pas, des cérémonies de commémoration pour le débarquement. La Russie n'est pas invitée et donc Zelensky lui vient pour réclamer plus de moyens, des armes. Benoît Perrin, est-ce que ça vous choque ? Je vois beaucoup de réactions quand même ce matin, de questions de gens qui s'interrogent. Il y aura un discours, je précise, qu'il y aura un discours à l'Assemblée nationale qui va être reçu avec tous les honneurs. Parce que c'est un épisode que je trouve quand même un peu surprenant. Ça ne choque pas, mais c'est quand même surprenant. Parce qu'effectivement, on sait déjà qu'il va tenir un discours du coup très porté, très favorable à l'Union européenne. Discours qui est par définition à l'opposé du Rassemblement national, qui est a priori l'opposant principal justement à la majorité présidentielle. Donc entre cet l'épisode de l'intervention de Gabriel Attal dans le cadre d'une table ronde la semaine dernière, l'intervention d'Emmanuel Macron jeudi soir, et maintenant on a l'impression que c'est presque la dernière carte où en fait au dernier moment on rajoute encore une carte en faveur de l'Union européenne. Je trouve que la ficelle commence à... On parlait tout à l'heure de LFI qui avait une stratégie qui était claire comme l'eau de roche. Là, celle de la majorité présidentielle, elle me paraît aussi... on a l'impression que la corde est quand même un peu grosse. Et là aussi, on est en droit de se poser la question si est-ce que ça va pas justement encore exaspérer davantage les gens qui lisent ces interventions répétées en faveur du président de la République, peut-être un peu grossières. Oui, Virginie, moi je rappelle que Jordan Bardella est à 32 ou 33% selon les sondages, que la majorité présidentielle est à quasiment 16 points derrière. Ouais. Donc je mesure leur panique et je la mesurerai bien évidemment concrètement dimanche. Mais j'imagine ce qui se passera si d'aventure, alors je sais que certains n'y croient pas du tout, la liste de Raphaël Glucksmann devait passer devant la liste de Madame Valérie Hayé. Alors là vraiment, ça montrerait l'échec complet de la campagne et de la façon dont ils ont mené la campagne. Et oui, moi je partage totalement l'exaspération de ceux qui disent qu'ils n'ont pas à être partout tout le temps. Emmanuel Macron qui parle demain, c'est-à-dire 3 jours avant l'élection, ça devrait être interdit. Mais voilà. Et d'ailleurs, je suis pas sûre que les autres pays nous regardent avec beaucoup de... Ouais. Alors, ça sera comptabilisé quand même par l'Arcom, comme la parole. Ce qui concernera les élections européennes. Bien sûr. Oui, de même que le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron a été comptabilisé par l'Arcom. Mais ça me semble normal. Oui. Mais enfin, il n'y aura pas moyen de rétablir, pardon, je termine, il n'y aura pas moyen de rétablir le déséquilibre, puisqu'il parle demain jeudi et que le vote a lieu dimanche. Oui. Ergun ? Non, c'est peut-être aussi rappeler, en tout cas c'est notre volonté, de
rappeler que pas très loin de chez nous, il y a une guerre qui se produit et que ça fait que 80 ans que des Américains et une alliance est venue libérer un pays et que d'autres personnes vivent la situation qu'on vivait il y a 80 ans. En tout cas, ils souhaitent l'exprimer, le rappeler de cette façon. Ce que veut essayer de faire Volodymyr Zelensky, c'est de rappeler aussi que la guerre dans son pays n'est pas terminée, que les Ukrainiens attendent beaucoup de l'aide européenne et de la France, qui a été assez moteur là-dessus. C'est peut-être pas assez pour moteur certains. Dans les mots, peut-être pas dans les faits. Je sais pas très bien exactement quelle quantité est livrée concrètement. Je peux pas vous dire précisément. Ça serait vraiment un peu trop ambitieux de ma part. Mais en tout état de cause, je pense qu'en politique, il est important aussi de donner quelques curseurs, quelques points de passage. Et là, vraiment, il était important de rappeler la gravité du moment de ce qui se passe en Ukraine et faire le parallèle avec le débarquement et les commémorations du débarquement. Je trouve que c'est pas excessif et politiquement pour nous, c'était important. Voilà. Jean-Luc ? Moi, ça ne me dérange pas que M. Zelensky vienne parler à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est assez, dans la période, c'est assez logique. Après, toutes les histoires de récupération autour de cela, on va aboutir, et tout le monde le sait, dimanche à une situation électorale en France absolument incroyable. Une extrême droite à peu près à 40, si ce n'est 42%. Non, 30, 32, 33 pour l'instant. Mais plus tous ensemble. Je compte, alors je rajoute Madame Maréchal, je rajoute Monsieur Asselineau et je rajoute Monsieur Philippot. D'accord. Et encore, j'en oublie. Donc nous sommes bien à 40 ou 42% si les sondages ne se trompent pas. Avec ce qu'on appelle, à chaque fois j'ai du mal à parier, la majorité présidentielle qui va se retrouver, allez, je vais être gentil, à 16-17, vous voyez, je suis gentil, parce que rien n'est sûr et on ne sait pas à plus ou moins 2%, si Raphaël Glucksmann passera devant Valérie Ayer. Clairement, une situation incroyable et vue au niveau de l'Union européenne comme totalement incroyable. Car quand vous regarderez les résultats des élections dans les autres pays européens, à peu près les autres pays démocratiques européens, ils ne le sont pas tous, clairement, on a une situation absolument incroyable. Mais ne diriez-vous pas que l'extrême droite monte dans beaucoup de pays en Europe ? Mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Bon. Non. Je mets de côté la Hongrie, si vous voulez bien. L'Italie ? Mais pas à ce niveau-là. L'Italie, c'est beaucoup plus compliqué, car vous avez bien vu que Mme Meloni, sur des discours qu'elle a tenus quand elle s'est fait élire, notamment par rapport aux migrants, revient dessus et que, clairement, elle est obligée de voir la réalité en face. C'est vrai, mais elle a été élue. Elle répond même plus à Mme Le Pen. Non, ça c'est vrai. Mais elle a reçu Marion Maréchal. Mais elle sera dans un autre groupe. Mais il y a une sorte quand même de concordance, enfin de quoi, je trouve pas le mot, d'événements, non pas de concomitance, oui c'est ça, sur le timing, c'est-à-dire avec les Russes qui ne sont pas là et Zelensky qui vient le lendemain. Il y a un timing qui est quand même curieux, non? Les Russes ne sont pas invités et pour cause, qui dit clairement de quel côté on est. Qu'on invite Zelensky, je l'ai dit, c'est bien. Qu'on n'invite pas, vu la place des Russes. Mais oui, je suis d'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je comprends pourquoi on ne le fait pas, mais clairement, chacun sait quel était le rôle de l'Union soviétique de l'époque. C'est ça. Dans la résolution du conflit. C'est cette question-là. C'est même inviter des. Alors peut-être que c'était compliqué de le faire. C'est l'histoire qui en marche. C'est comme ça. C'était 80 ans après. Mais sans inviter Poutine, c'était peut-être compliqué, mais d'inviter des vétérans russes, d'une certaine façon de rendre hommage aux Russes. Ils ont été là et ils ont été indispensables, quoi. Non ? Moi aussi, je suis d'accord. Je veux dire, ils ont été déterminants. C'est pour le coup cruel de ne pas leur rendre hommage, clairement. Après, sur la situation politique, pour revenir à ce que disait Monsieur Benamias, c'est sûr qu'on va être dans une situation très probablement assez unique, assez hors du commun. Mais j'aimerais quand même qu'au lendemain des élections, on se pose quand même les questions du pourquoi. Voilà, pas simplement des leçons de morale dans tous les sens, mais simplement se dire, voilà, on a des eurosceptiques qui vont être peut-être à peu près à 50%. Eh bien, pourquoi on est arrivé à cette situation-là? Voilà, je voudrais vraiment qu'on ait ce débat de fond au lendemain des élections, si vraiment le résultat est celui que le débat important que vous projetez.
Oui, non. Et j'ai peur absolument. qu'on l'ait pas. J'ai peur qu'on soit simplement sur attention, sans se poser des questions de fond. Voilà. Pourquoi aujourd'hui les gens adhèrent beaucoup moins à l'Union européenne qu'ils l'adhéraient il y a quelques années. Il faut reconnaître que la classe politique pendant 30 ans a dit du mal de l'Europe à tout bout de champ. Oui, vous en pensez quoi, Jean-Luc? Vous pouvez commencer le débat. J'en pense qu'effectivement, tout ça remonte pour les plus anciens au référendum de 2005, où une majorité de Français a voté contre le traité constitutionnel. Si on va plus loin, si on va plus près, ça remonte à la révolte des Gilets jaunes, et que tout ça en France donne un état de l'opinion publique extrêmement diversifié, extrêmement complexe, qui donne cette défiance continuelle maintenant par rapport au monde politique. Moi, je pense que les Français n'ont pas toujours perçu, Benoît, l'intérêt en fait de l'Union européenne. En fait, on leur a pas montré par A plus B de manière rationnelle. Encore une fois, je mets la morale de côté. Je mets les leçons ou les grandes emphases verbales de côté. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui les Français ont une perception très critique de l'Union européenne parce qu'ils n'y voient pas. Alors, je parle même pas de l'aspect financier. Je rappelle juste que le contribuable français paie 12 milliards par an à l'Union européenne en solde. Donc, il y a un solde positif envers l'Union européenne, et que les Français n'y voient pas leur avantage, n'y voient pas leurs intérêts, tout simplement. Et les responsables politiques n'ont pas réussi à montrer, ou en tout cas la technostructure européenne, je crois, va à l'encontre des intérêts des peuples. Je crois qu'il faut le dire clairement. Le côté concret et pratique. Le côté concret, on le voit terriblement par rapport à la politique agricole commune, dans lequel l'ensemble des agriculteurs européens, notamment français, savent très bien que s'il n'y avait pas les subventions européennes pour la politique agricole commune, il n'existerait plus. Oui, Ergun Toppersland. Un autre exemple, moi je viens d'un département, la Meurthe-et-Moselle, où il y a 120 000 transfrontaliers qui tous les jours traversent les frontières avec le Luxembourg et l'Allemagne pour aller travailler. Et je pense que pour le coup, ils arrivent à formellement et on va dire concrètement sentir ce qu'a pu apporter l'Union européenne. Et quand on entend des candidats et des programmes parler de double frontière, etc., concrètement, c'est un passage à la douane tous les matins pour des personnes qui prennent le train au niveau de la frontière du Luxembourg. Donc, est-ce qu'il faut le rappeler? Est-ce qu'on l'a rappelé suffisamment? Peut-être pas. Mais en vrai, l'Union européenne, les Français arrivent à le sentir quand même. Je crois que les agriculteurs, ils veulent, à mon avis, moins d'Europe que plus d'Europe. Donc c'est ça. Plutôt. Ça serait contradictoire avec la revendication. C'est fini. Désolé, Jean-Luc, on vous a coupé le sifflet. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff, très bonne journée sur Sud Radio.